C'est dans ce décor un peu penché qu'on va se plonger dans les méandres de l'art subversif et de l'esprit rebelle du mouvement Dada avec notre ami Hans Richter. Tout commence dans la capitale allemande où Hans Richter grandit dans une famille aimante composée de 6 frères et sœurs. Ses parents le poussent à s'exprimer dans une époque où les idées créatives commençaient à fleurir. À l'âge de 10 ans, il commence à bricoler des collages avec des bouts de ferraille, des morceaux de tissu et tout ce qu'il pouvait trouver. Les jouets étaient pour lui des matériaux bons à servir l'art et notamment le sien. En 1808, devenu adolescent, Hans Richter découvre le monde de l'art et décide d'entreprendre des études prestigieuses à l'école des beaux-arts de Berlin. C'est là qu'il commence à puiser ses premières sources d'inspiration avec des travaux de Velázquez, de Rubens ou encore de Tintoretto. Plus tard, il rencontra les Cavaliers Bleus. Pionniers expressionnistes berlinois, on y compte Auguste Mack, Paul Klee, Alfred Cubin, Marianne von Werfkim et son fondateur Vassili Kandinsky. En 1913, il fait partie du cercle des avant-gardes où il crée pas mal de contacts avec des militants, des anarchistes et des socialistes. Ces rencontres lui serviront durant toute sa carrière. On peut compter Kandinsky, Ernest Kirchner et surtout Franz Pempfer. Il est le fondateur de The Action, une asso d'artistes et d'écrivains expressionnistes réunis autour du journal, leur permettant du coup de partager des sympathies socialistes et anti-guerre. Hans est en pleine période d'éclosion où ses priorités sont les copains et les revendications d'abord. C'est là qu'il commence à peindre des tableaux abstraits, à explorer de nouvelles voies artistiques. Pourtant, en 1914, éclate la Première Guerre mondiale et Hans est enrôlé de force dans l'armée allemande. Pendant la guerre, il se retrouve gravement blessé et sera acheminé dans un hôpital militaire à Berlin. Et ça tombe bien parce qu'avec ses copains Ferdinand Hardenkopf et Albert Ehrenstein, il prévoit un rendez-vous secret en 1916 à 15 heures au café de la Terrasse à Zurich. Pendant son transfert, il s'échappe pour rejoindre le rendez-vous. Ce fou décide de traverser Munich, se fait emporter dans une manif et se retrouve relâché sous caution 2 semaines plus tard. Après une autre évasion, il est officiellement démis de ses fonctions militaires et obtient la permission de se rendre à Zurich, ce qui lui permet de se retrouver avec ses 2 amis à temps pour le rendez-vous, au café où il fut présenté à Tristan Tzara et Marcel Janco. Le mouvement Dada naît en réaction à la guerre et Hans et ses amis s'y impliquent par le prisme de l'art. Sous leurs yeux, le cabaret Voltaire venait de naître et Zurich deviendra le lieu central de ce mouvement. Et là, c'est la folie Dada dans toute sa splendeur. En gros, c'était des soirées où les gens portaient des costumes dingues, lisaient des poèmes absurdes et dansaient comme s'il n'y avait pas de lendemain. Rosija înfaha lahor, egiga forat, hijo bloiko, rusula rus, holaka holala, halagugu, blagugu, blagugu, soso patata. Je vous passe l'excentricité des dadaïstes et leur occupation pour retrouver notre ami Hans qui, dans toute cette halle, se retrouve coincé. En fait, au cours de son processus artistique, il ressentait une difficulté à exprimer ses intentions sur les oppositions, donc le noir et le blanc, le positif et le négatif. En quête d'inspiration, il fera une rencontre décisive pour sa carrière avec le compositeur italien Ferruccio Busoni. Tout en étant un fervent partisan de la musique expérimentale et souvent considéré comme un précurseur du futurisme, Busoni est également profondément engagé dans l'œuvre de Jean-Sébastien Bach. Donc il suggéra naturellement à Richter de se pencher sur l'utilisation du contrepoint musical par celui-ci. Alors Richter s'exécuta, étudia les préludes et les fugues, pour enfin avoir une révélation. Richter trouva sa réponse dans la musique, et dès lors, il utilisa son papier comme un instrument. Pendant sa période à Zurich, entre Richter et l'artiste suédois Viking Engling, c'est le coup de foudre artistique. À leur retour à Berlin, ils créent ensemble un studio pour expérimenter le cinéma abstrait. Ils arrivent à créer une transition de la peinture statique à l'écran en mouvement, et l'animation abstraite influente est née. Même sans récit explicite, l'interaction dynamique des formes crée un effet dramatique. Ces formes rappellent la peinture Le carré noir du suprématiste russe Malevitch. D'ailleurs, en 1927, celui-ci propose de collaborer avec Richter sur un film explorant les théories suprématistes, mais le projet n'a finalement jamais abouti. En parallèle, il participera aux activités de la November Group qui visait à la reconstruction de l'Allemagne dans un esprit de justice et vers une union la plus intime de l'art et du peuple. En 1926, Richter publie son magazine G, Gestaltug signifiant forme, pour partager ses théories sur le cinéma, l'architecture, le design ou encore la mode. Ce journal constituait un lien vital entre le modernisme d'Europe centrale et l'avant-garde soviétique. Il y publia son manifeste du cinéma absolu, où il déclare « Le film n'a pas besoin de public, le film a besoin d'artistes ». Après la mort d'Engling en 1925, Richter épousa Erna Neymar, sa collaboratrice. Ils se rendent à Paris et découvrent le mouvement surréaliste, mais Richter n'apprécie pas son fondateur André Breton pour son manque d'humour et son autoritarisme. Richter pensait que le surréalisme avait dévoré et digéré le dada. Toujours à Paris,
Il retrouve son ami Tristan Tzara et se lie d'amitié avec le peintre Yves Tanguy, qu'il fera apparaître dans un de ses films en 1957, Une sonate d'échecs en 8 mouvements. Pour Richter, le cinéma, c'est de l'art moderne, un art en mouvement libre et direct. Il expérimente le contraste avec des prises de vue rapides dans Two Pence Magic, paru en 1929, et dans Inflation, 1927, avec des doubles expositions et des animations. Le cinéma, écrit Richter, devrait traiter des idées sociales, politiques et humaines de leurs époques. À cause de la tension politique de l'époque, il passera les années suivantes en exil précaire en Hollande, en France et en Suisse. Les nazis ont choisi son art comme un exemple central lors de leur exposition sur l'art dégénéré de 1937. Une vaste exposition conçue pour moquer et discréditer l'art moderne. En fait, l'exposition s'est avérée extrêmement populaire avec une moyenne de 20 000 visiteurs par jour. Au cours de ces années, une grande partie de l'art de Richter a été perdue ou détruite. Finalement, grâce à la Hebrew Immigrant Aid Society et à l'invitation de Hilla Rubey, une peintre qui avait été une amie de Richter à Zurich et à Berlin, il put trouver refuge aux États-Unis. À New York, Richter est revenu dans le monde des hommes. Il dira : « J'ai immédiatement commencé à travailler et à orchestrer librement les formes et les couleurs. » Il apprit l'anglais en lisant les romans policiers de Raymond Chandler et d'Achille Hammett, donna par la suite des conférences sur le cinéma à l'Institute of Film Techniques de New York. Il a encadré les futures grandes légendes telles que Stan Barkage, Maya Deren, Jonas Mekas ou encore Stanley Kubrick. Fin des années 40, l'art de Richter prend des aspects plus figuratifs et narratifs. Il le montre dans ses films qui deviendront les plus connus, Des rêves que l'argent peut acheter et Une sonate d'échecs en 8 mouvements, réalisée en collaboration avec ses amis Marcel Duchamp, Jean Cocteau, Max Ernst, Alexandre Calder et Yves Tanguy. Toujours actif dans les années 50, Richter canalise son énergie dans des réalisations qui marqueront la fin de sa carrière. Son livre fondateur, Dada Art et Anti-Art, et le film Dadascope, paru en 1961. En 1962, il a choisi la retraite à Lancarneau en Suisse, où il s'éteint à l'âge de 87 ans en 1976. Laissant derrière lui un héritage marquant dans l'histoire de l'art et surtout sur sa réflexion finale concernant la liberté artistique et sa responsabilité morale.